Tavares backhand towards the goal. Loose puck. Everly scores! Tie game! Can you believe it? It up the wall. Cullimore went down. Taylor the shot. Redirected. Score! Game 7! Martin St. Louis! We are going back to Tampa Bay! And Foley trying to clear it. Ball shoots. Scores! Here's Lemieux. The center penalty coming up. Look at Lemieux. Oh my heavens. What a goal. What a move. Lemieux. Oh baby. It's been a long time coming. It's been a long time coming. Niedermeyer hold. Shoots one. And it's knocked down. Scramble. Score! Marshall! In overtime! The Devils win it! Heisman moving. Blue line chance. Score! Steve Eisenman! Detroit wins! Into the zone. Sikora kicked it out, got it back. Near side, Correa. Correa, the fans want one. Score! Off the floor! Off the board! Paul Correa! Salut à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous 100% NHL. C'est le podcast de Zone NHL qui fait sa grande première dès ce soir sur le net. Je suis Fabrice Blanchard et je suis vraiment très heureux de vous accueillir à ce nouveau rendez-vous de l'actualité de la Ligue nord-américaine. Le podcast que ça va être en grande partie du débat et de l'analyse sur les nouvelles de la Ligue nationale nord-américaine. Alors pour ce faire, je ne vais pas être seul, je vais avoir deux compères avec moi. Et tout d'abord, vous connaissez peut-être déjà Julien Mazy, cofondateur de Zone NHL. Salut Julien, comment tu vas ce soir ? Salut Fabrice, écoute, ça va super bien, heureux de prendre part à ce premier podcast. Génial, et avec moi également un membre externe de Zone NHL, mais qui n'en est pas moins un membre éminent de la communauté NHL sur le net. C'est le rédac-chef de la partie NHL de Slapshot Mag, Erwan Bourric. Salut Erwan, comment tu vas ce soir ? Salut Fabrice, écoute, ça va très très bien. Comme Julien, très content de faire partie de cette petite équipe pour le podcast. Et puis, ravi de pouvoir donner un petit peu d'expertise à nos auditeurs. Alors c'est le premier rendez-vous du podcast. Le podcast, ça va être une émission consacrée uniquement à l'actualité NHL. Alors le rythme pour le moment n'en est pas encore tout à fait fixé. On va voir ça un peu plus dans le futur, comment ça avancera. Mais en tout cas, on espère vous donner du contenu concernant la NHL, du débat, sur les news, les dernières actualités, bref, tout ce qui va toucher au monde de la NHL au jour le jour. Alors actuellement, vous savez, la Coupe du Monde NHL vient de se terminer, donc on va faire un gros débrief là-dessus, les coups de cœur, les coups de gueule, tout ce qui s'est pu se passer durant cette compétition assez particulière. Et bien entendu, on va faire un preview de la saison NHL qui arrive à grands pas, la pré-saison est déjà lancée, bref. Il va y avoir beaucoup de sujets, des sujets donc passés et à venir. C'est le podcast de Zone NHL et on commence tout de suite avec le premier sujet, la World Cup of Hockey. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet de ce premier podcast avec une analyse poussée et encore plus détaillée de la Coupe du Monde de hockey qui nous a tous tenus en haleine pendant ces 12 derniers jours. Avec une victoire finale du Team Canada, 2-0 face au Team Europe. Un Canada réellement archi dominant du premier jusqu'au dernier match de cette compétition. C'est réellement une victoire qui assoit encore plus la domination canadienne sur la planète hockey. Sur ces 6 dernières années, tenez-vous bien, le Canada est tout simplement invaincu sur la scène internationale. De quoi alors poser la question les gars, est-ce que le Team Canada actuel peut être battu dans une compétition internationale ? Alors je me tourne vers vous concernant ce premier débat du podcast. Pour toi Julien, est-ce que clairement ce Team Canada peut être battu un jour ou l'autre sur la scène internationale ? Écoute, oui, elle pourrait être battue, aucune équipe est imbattable. Maintenant, quand tu regardes l'équipe du Canada sur cette compétition, elle paraissait effectivement imbattable, elle a été imbattable. C'est solide à tous les étages, tu pars des gardiens à la défense,
à l'attaque, c'est impressionnant sur le papier. Enfin, c'est à faire pâlir n'importe quelle autre équipe en face. Je regardais déjà un match pendant la compétition sur un des premiers trios. Tu avais Stamkos, Tavares, et puis de mémoire, je crois que tu avais Tevez. Quand tu vois ça sur la ligne, c'est des mecs qui sont à chaque fois dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la NHL. Voilà, ça te parle quand tu sais qu'après tu as un autre trio, tu as Perry avec Getzlaf, un autre où tu as Bergeron avec Crosby. Enfin, c'est juste démentiel, quoi. Donc c'est une équipe qui est complète de A à Z. Pour moi, à la limite, pas de point faible. C'est monstrueux. Maintenant, sur la compétition, il n'y a pas eu photo. Elle a dominé outrageusement toutes les équipes face à elle, même si on l'a vu sur le dernier match de la finale, le match 2, la Team Europe a vendu chèrement sa peau. Elle a été obligée de s'employer, l'équipe du Canada, malgré tout. Ouais, ils ont été bousculés quand même. Hein. Ouais, mais malgré tout, il n'y avait pas de doute possible. On savait très bien qu'à l'issue, ce serait le Canada qui sortirait vainqueur de cette compétition. Après, moi, je vais juste faire mon petit tatillon. C'est au niveau du poste de gardien. J'en avais parlé intra-compétition. C'est le Carey Price. Alors, il n'y a pas de contestation possible. Le Canada a remporté sa compétition. Mike Babcock a décidé que ce serait Carey Price le starter. Ok, c'est lui le patron, c'est lui le boss. Maintenant, moi, je trouve ça un petit peu dommageable, même s'ils ont gagné. Donc, il n'y a pas de, voilà, ce que je disais, il n'y a pas de contestation possible. Mais quand tu as Holtby qui sort d'une saison énorme, il est Vezina en titre, on pouvait s'attendre à ce que ce soit lui qui soit partant dans la cage de l'équipe canadienne. Carey Price a apparemment une certaine immunité auprès du coach Babcock, je pense, après la compétition des JO derniers où il avait sorti un tournoi exceptionnel. Mais bon, voilà, moi j'étais déçu de ne pas voir Holtby dans les cages. Quand tu sais que Price a fait une demi-saison, je m'attendais à voir le gardien des Capitals être le starter numéro 1 du Team Canada sur cette compétition. Ouais, je pense qu'on peut dire quand même que le Team Canada a quand même cherché de la stabilité au poste de gardien en mettant Price qui a gagné dans les dernières compétitions. Tout à fait. Mais par rapport à la dynamique qui était celle de la saison passée, moi je m'attendais à ce que ce soit Holtby dans les cages. Alors, puisque tu pars sur le débat des gardiens starters sur ce Team Canada, moi je suis quand même assez satisfait d'avoir vu Price démarrer, étant donné que le Canada était assez stable avec lui dans les cages ces dernières années sur les 6 dernières compètes. On l'a vu auparavant, quand le Canada gagnait, tu avais Brodeur qui était déjà dans les cages et qui tenait l'équipe. Là, Babcock a décidé de revenir avec Price. Pour moi, c'est pas déconnant de voir Price démarrer, étant donné que voilà, il a gagné un peu à tous les niveaux avec le Canada, surtout sur ces 6 dernières années. Holtby a quand même fait une bonne saison. Ça sort, c'est un Vezina, en effet, c'est un très bon gardien, mais voilà, pour rester dans la stabilité, je pense, du Team Canada, il se devait de garder Price en starter pour cette compète, à mon avis. Je sais pas si on peut parler de stabilité, il y a tellement de mois d'écart entre les dernières compétitions où les joueurs se regroupent entre eux, donc je sais pas si on peut perdre des automatismes qu'on a eu par le passé ou quoi, je sais pas. Malgré tout, oui, il a peut-être voulu garder Price et lui maintenir sa confiance par rapport à ce qu'il avait fait par le passé. Mais comme tu dis, oui, ça reste des problèmes de riches. Alors, il n'y a pas de question à se poser vu que maintenant le Canada a remporté haut la main cette compétition. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus. J'ai été déçu pour Holtby. Alors, avant de te donner la parole, Erwan, concernant cette équipe canadienne, je vais revenir sur des stats assez marquantes sur cette équipe canadienne sur les 6 dernières années. C'est quand même assez impressionnant. Donc, les tournois en question, ça sera Vancouver 2010, Sochi 2014 et cette Coupe du Monde 2016. Donc, sur ces 6 dernières années, le Canada a dominé ses adversaires 60 buts à 20. Une domination en moyenne de 40 tirs à 26 par match, qui est quand même assez effarant. Et la dernière défaite, je ne sais pas si vous vous en rappelez les gars, elle
remonte au tournoi préliminaire, donc des JO 2010 à Vancouver, 5-3 contre l'équipe américaine. Enfin voilà, toutes ces stats parlent en faveur du Team Canada, c'est vraiment très impressionnant. Est-ce que, je pense que oui, mais pour toi Erwan, est-ce que cette équipe canadienne t'a largement séduite? Est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce qu'au final, ce Team Canada a été plus énorme que prévu? Oui, clairement, c'est sûr qu'on attendait Team Canada en haut. Ils n'ont pas déçu. Ils ont assis leur domination sans aucun problème. Pour la question, est-ce que Team Canada peut être battu? Je dirais oui, par Team Canada, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a que eux pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qui sont à même de gagner vraiment toutes les compétitions. Ils ont un roster qui est effarant. Quand on est capable de laisser sur le banc Claude Giroux, qui est sauf erreur, qui est le cinquième, qui est le meilleur pointeur des 5 dernières saisons, toutes saisons cumulées, c'est quand même effarant, quoi. Ils ont quand même rentré Ryan O'Reilly en cours de tournoi, et il est rentré jouer, et Giroux n'a fait qu'un seul match, par exemple. Alors je dis pas ça parce que je suis un fan des Flyers, là. D'un côté, je suis content que G n'ait pas trop joué, parce que comme ça, il n'y a pas de risque de se blesser. Mais c'est vrai que bon, ça démontre quand même effectivement le problème de riche du Canada, quoi. C'est une équipe qui pourrait un pays qui pourrait aligner 2 équipes A et les mettre les 2 en finale. C'est absolument effarant le nombre de joueurs de haut niveau que ce pays peut produire. Il y a vraiment une solidité à toute épreuve, à tous les postes, devant, derrière, devant les cages, c'est impérial. Ouais, c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, j'attendais un peu plus de la Finlande, on y reviendra sûrement un peu plus, mais je pensais que la Finlande aurait pu les gêner un petit peu plus. Malheureusement, ils ont fait un mauvais tournoi, mais globalement, oui, voilà, ce Team Canada est extraordinaire. Alors je rebondis un petit peu sur ce que disait Julien à l'instant sur Holtby. Je suis assez d'accord avec lui, effectivement, c'est un petit peu chien, je dirais, de la part de Babcock de donner un peu le départ quasiment d'office à un Price qui, alors évidemment, un Price en santé et le titulaire indiscutable, mais on sait quand même que Price revient de longues blessures. Il n'a pas joué depuis 6 mois. C'est vrai que Holtby débarque, il a sa saison de Vezina, il a été impérial, etc. Il s'est retrouvé numéro 3, quoi. C'est même pas numéro 2, c'est numéro 3, quoi. Je comprends même pas comment Crawford a pu être nommé numéro 2. Enfin, ça m'échappe complètement, quoi. Même si c'est un bon gardien, mais pour moi, il est pas du calibre d'un Holtby ou d'un Price. Donc c'est vrai que la gestion du cas Price a été un petit peu, je sais pas, ça a dû sûrement titiller un petit peu Holtby aux oreilles, là, parce que ça devait un petit peu bizarre. Mais après, bon, oui, ils ont gagné, ils ont tout éclaté sur leur passage. Ils sont complets à tous les postes. Ils ont des capitaines en veux-tu en voilà sur chaque ligne. Il y a que eux qui peuvent vraiment, entre guillemets, s'auto-battre un jour où ils sont pas dedans et où ils veulent peut-être trop en faire. Ou c'est l'apanage des grandes équipes, hein, des fois, de vouloir trop en faire et du coup de se tirer une balle dans le pied. Et puis si quelqu'un est opportuniste le jour J, rien n'est impossible. Sur un match, tout est possible en hockey. Mais ça prend quand même une sacrée performance pour battre cette équipe-là, parce que c'est vraiment une machine de guerre. C'est extrêmement impressionnant. Ça reste aussi impressionnant, cette capacité à garder la motivation tournoi après tournoi pour ces joueurs qui se ressemblent, en fait, parce que le noyau est toujours le même. Il y a, sur les 6 dernières années, là, il y a 7 joueurs qui reviennent tout le temps. C'est Crosby, Weber, Perry, Taves, Getzlaf, Doughty et Bergeron. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Il y a toujours un certain côté challenge, toujours, enfin, aller chercher le titre du côté du Team Canada. Et je pense que là aussi, il faut quand même tirer le chapeau au management canadien, qui saison après saison, alors après voilà, c'est assez simple quand tu as la profondeur, comme tu l'as expliqué, de cette équipe, de joueurs qui sont disponibles. Tu l'as clairement dit, il y a clairement 2 équipes qui peuvent être composées sur la scène internationale et qui pourraient être les 2 aussi compétitives, mais quand même ils arrivent à fonder une formation qui reste toujours super dominante, et le management c'est très bien sélectionner les bons joueurs au bon moment pour ce Team Canada. Je pense qu'il y a aussi un élément qui est assez prédominant chez eux, c'est qu'on sent tout simplement que les mecs ils s'éclatent. Ils s'éclatent à être ensemble, ils s'éclatent vraiment à se retrouver tous, ce groupe-là. Alors effectivement il y a les historiques comme tu les as nommés, mais même tous les autres qui arrivent, qui débarquent, qui n'étaient pas forcément là lors des dernières victoires historiques d'il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans, chaque fois ils arrivent et ils se fondent dans le moule. Je veux dire,
tu sens vraiment qu'ils s'éclatent sur la glace et qu'ils vont pas les rechigner. Ok, les mecs ils jouent centre d'habitude, ils sont des pivots de ligne, et puis finalement on leur dit toi tu vas jouer à droite ou tu vas jouer à gauche. Il n'y en a pas un qui va moufter, et ils vont te retrouver sur une ligne de fou, comme avec Tavares, Stamkos et compagnie, où ce sont quasiment que des centres. Donc ils mettent leurs égos de côté, on sent qu'ils s'éclatent et ils ont vraiment envie de se coller un palmarès monstrueux sous la dent, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et tant qu'ils peuvent en mettre une aux Américains en face et leur faire comprendre que c'est toujours eux les boss, ils aiment bien aussi. Donc ça se sent, hein, ça se voit. Donc il y a vraiment une osmose dans cette équipe qui est impressionnante, et c'est ça aussi qu'ils doivent. C'est un bon boulot du management aussi de garder cette osmose là et de faire en sorte qu'ils soient vraiment ultra performants, malgré parfois les enjeux, quoi. Parce qu'on sait qu'au JO, par exemple, sur les tours préliminaires où ils ont des équipes en carton en face, il faut quand même garder la motivation, c'est pas évident. C'est surtout quelque chose qu'on avait pointé du doigt en 2010, je me rappelle, sur le tournoi préliminaire, le Team Canada n'était clairement pas, et là on voit en effet, tournoi après tournoi, que cette osmose permet clairement au Team Canada d'être maintenant compétitif durant toute une compétition. Julien, peut-être tu veux rebondir sur ce qu'on vient de dire ou... Il y a pas grand-chose à dire après ça. On partage totalement le même point de vue. Ouais. Moi, je voulais aussi pointer du doigt le staff, parce que quand on regarde les noms qu'il y a sur le roster, ça fait rêver. Mais quand on voit ce qu'il y a derrière, on en a parlé tout à l'heure, Babcock, vous avez Claude Julien, vous avez Joel Quenneville, vous avez Barry Trotz, Peters, Donskov. C'est des noms, mais quand vous regardez le palmarès de ces coachs-là, là aussi, ça parle, quoi. Donc, c'est du Hall of Fame à tous les niveaux. Hein. C'est solide partout, quoi. C'est des machines de guerre, c'est exactement ça. Ok, je pense que on a fait un large tour sur cette équipe canadienne. Bon, il n'y avait pas tellement de sujets de débat à lancer, étant donné que ils ont réussi leur objectif premier, qui était gagner ce tournoi et conserver leur mainmise sur le hockey international. Par contre, on va parler d'une équipe qui, BL, n'a pas forcément réussi. C'est le big fail du Team USA. Aucune victoire dans ce tournoi pour eux. Seulement 5 petits buts inscrits en 3 matchs. Un tournoi littéralement aberrant pour les hommes de John Tortorella. Les gars, pour vous, comment vous expliquez cette explosion littérale chez le Team USA lors de ce tournoi? Julien, peut-être te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Team USA décevant? Bah oui, c'est le premier mot qui te vient quand tu parles des États-Unis, c'est vraiment ça, c'est déception. Après, ça reste, on parlait du roster du Canada qui était monstrueux. Tu regardes celui du Team USA, ça reste costaud, ça reste solide, mais ça fait moins rêver que celui du Canada. Après, moi, la première question que je me pose surtout, c'est pourquoi ils ont été chercher notre ami Tortorella, quoi. On connaît le passif de ce coach. Je pense qu'il a des méthodes dépassées. Ses méthodes sont plus au goût du jour. Les mecs, on l'a vu dans les équipes dans lesquelles il est passé, à Vancouver, à New York. Ça marche bien pendant une saison, et puis au final, les joueurs abdiquent carrément. Ils ne suivent plus sa manière de penser, son fil, oui, sa manière de penser, voilà, son envie d'évoluer. C'est clairement un entraîneur qui est sur le déclin. Je pense qu'il y avait autre chose à aller chercher pour eux. Donc voilà, c'est vraiment décevant. Maintenant, il y a des questions aussi à se poser, savoir si on parlait justement de l'osmose entre les joueurs du Canada. Est-ce qu'il y a une réelle osmose entre les joueurs des États-Unis? Quand on voit le petit pic qu'a lancé notre ami Phil Kessel via Twitter, on a vu derrière que ça a répondu par les joueurs qui n'étaient pas forcément contents de cette petite sortie. Alors est-ce qu'il y a des problèmes, on va pas dire des problèmes au sein du vestiaire, mais est-ce que c'est pas plutôt une somme d'individualité qui est mise là, qui joue pas forcément pour le collectif, à l'inverse du Canada, et qui fait que ça ne fonctionne pas vraiment, quoi?
Ouais, alors après, c'est assez bizarre ce que tu dis parce qu'en fait, à la base, le management américain avait plutôt constitué une équipe qui était faite pour battre le Canada en laissant certains joueurs comme Kessel sur le côté et au final, après, on se retrouve avec une équipe qui n'a pas performé. Ouais, vas-y. Je disais, oui, excuse-moi, Kessel, au final, il n'aurait pas pu faire la compétition parce qu'il s'est fait. Il était sur le fond. Mais quand bien même, au début, quand l'équipe a été annoncée, Kessel n'était pas dans le groupe. Bon, il s'est blessé après. En effet, il n'aurait pas pu participer quoi qu'il arrive. Mais bon, voilà. Enfin, j'ai l'impression que cette équipe américaine s'est créée elle-même des problèmes et est en train de régresser petit à petit. Et comme tu l'as dit, il doit y avoir certainement des problèmes dans le vestiaire américain. Bon, après, on n'y est pas forcément. On peut juste prétendre qu'il y en a. La sortie de Kessel, je suis comme toi, je pense qu'elle n'est pas innocente et au final, on se demande vers où va cette équipe et quand bien même elle a été constituée pour battre le Canada, on s'aperçoit qu'au final, ils ne sont même pas capables de sortir de la phase de poule. Donc, il y a un gros problème, moi, je pense, du côté américain. Toi, Erwan, tu l'as perçu comment ce tournoi du côté US ? C'est, comme on dit vulgairement en anglais, c'est un epic fail, très très clairement. On l'a dit assez facilement derrière après la défaite. Le problème, c'est que les Américains sont complètement fourvoyés sur le but du tournoi. Dean Lombardi, le patron de Team USA, il l'a reconnu après. Ils ont, entre guillemets, comme des couillons, voulu aller faire une équipe pour battre le Canada, mais ils n'ont même pas été capables de faire une équipe pour sortir la poule tout seul. Et ils se sont tellement focalisés sur être suffisamment costaud et robuste pour tenir tête aux Canadiens en mettant sur la glace une équipe qui est mauvaise tout simplement, avec beaucoup d'erreurs de casting, qu'ils en ont oublié le principal, c'est de jouer ensemble et déjà sortir des poules et arriver jusqu'en finale. Donc Julien l'a bien dit, effectivement, toute cette histoire, toute cette Coupe du Monde de Team USA, c'est une énorme erreur de casting, je veux dire top to bottom. Ils se sont plantés au niveau de la direction sur le staff à utiliser. Est-ce que Dean Lombardi était vraiment l'homme providentiel pour diriger cette équipe-là, alors que il est un petit peu contesté aussi à Los Angeles. Bon, il a reconnu ses erreurs. Il a dit clairement que c'était pour lui et que voilà, je pense qu'il y aura certainement du ménage fait à la tête de Team USA et qu'il va sûrement pas être à la tête de la prochaine équipe pour les prochaines grosses épreuves internationales. Mais derrière, voilà, ils se sont plantés sur toute la ligne. Donc, ils se sont plantés sur le staff, ils se sont plantés sur le poste de coach, parce qu'effectivement, comme disait Julien, quelle idée saugrenue d'aller chercher John Tortorella. Enfin, on l'a sorti du cimetière, le gars. Enfin, c'est juste impossible, quoi. Le gars n'a pas coaché en NHL depuis une bonne saison et demie maintenant. Partout où il est passé, il a laissé que des décombres. Ses méthodes sont effectivement dépassées. Enfin, comme disent les Américains dans le jargon du hockey, c'est un rah-rah coach. C'est-à-dire que c'est un gars qui passe son temps à brailler et qui est vraiment en mode autoritaire. Et la polémique qu'il y a eu avec l'hymne américain aussi, et le fait que, par rapport à un joueur de foot américain là, qui avait refusé de... Colin Kaepernick, voilà, pour voilà, c'est ça. Kaepernick, qui avait refusé d'entendre l'hymne américain, ou du moins qui s'était mis à genoux pendant l'hymne américain. Ils se sont fait une micro-polémique de rien du tout au sein de Team USA en disant que voilà... que le premier joueur qui ferait ça pour partir direct au vestiaire. Voilà, exactement. C'est vraiment se créer des problématiques totalement illusoires, parce que ça n'est jamais arrivé en hockey. Voilà. Donc Tortorella, voilà, on ne sait vraiment pas ce qu'il est venu faire là. C'était déjà un désastre annoncé. Il était sans emploi en plus. Tu l'as dit quand il a été nommé en plus. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y avait aucune raison valable d'aller chercher un Tortorella. Et derrière, effectivement, au niveau du roster des joueurs qui ont été sélectionnés, il y avait pas de bon sens dans l'affaire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils sont partis prendre Brandon Dubinsky? Enfin, on sait tous que c'est le fils spirituel de Tortorella, mais derrière, il a rien fait, quoi. Il a fini par se faire scratcher sur un match tellement il foutait rien. On a laissé des joueurs rapides à la maison. Alors, l'épisode Kessel, effectivement, est assez marquant. Kessel, il a toujours l'étiquette du bad guy, le gars qui est un peu mal aimé dans l'affaire, mais au final, c'est le seul Américain qui a gagné quelque chose cette année, j'ai envie de dire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est le seul mec qui sort de là avec compétition, qui sort de là avec une bague autour du doigt, quoi. Donc, effectivement, il avait quand même son petit mot à dire. Ça a sûrement irrité un petit peu ses coéquipiers dans Team USA, mais ils n'ont pas grand-chose non plus à mettre au panier pour dire, finalement, on a des arguments contre toi, mon cher ami. Donc oui, Team USA s'est vraiment fourvoyé dans tous les compartiments du jeu.
dans la sélection des joueurs, la défense, enfin, qu'est-ce qu'ils sont partis chercher Eric Johnson et Jack Johnson, enfin, c'est des gars qui sont plus rien depuis longtemps, quoi. C'est pas possible. Laisser un Dustin Byfuglien sur le côté, enfin, etc. Même la gestion des gardiens a été compliquée aussi avec Bishop, Quick et Schneider. Quick, aussi bon soit-il, on le sent un petit peu en perte de vitesse quand même ces derniers temps. Est-ce qu'un Schneider n'aurait pas été mieux? Question difficile, parce que c'est un peu le même problème que pour les starters canadiens. Il y a vraiment, là pour le coup, il y avait l'embarras du choix, il y avait quand même beaucoup de qualité devant la cage, ça c'est très clair. Mais devant, devant le gardien titulaire, ça a été laissé à l'abandon. Donc, c'est vraiment une grosse déception cette équipe américaine. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs parce que paradoxalement, les jeunes américains, les moins de 18 et ceux qui sont issus du programme national de développement, font très très bien dans les compétitions internationales. Et ils ont vraiment une excellente base à l'échelon inférieur. Alors que là, pour le coup, à l'échelon supérieur, ça a été catastrophique. Donc, t'en parles là. Voilà. Je pense que Julien, tu vas en parler. Vas-y. Ouais. Justement, par rapport à cette équipe U23, s'il y avait eu les Américains de cette équipe-là, le visage du Team USA aurait été totalement différent, quoi. Je pense. Totalement différent, tout à fait. Ouais. C'est un peu comme si la création de cette équipe avait précipité l'échec de cette équipe américaine. Quand tu enlèves des Matthews et des Eichel, quand bien même ils n'ont pas une énorme expérience sur la scène internationale, tu te dis que forcément ils auront ajouté un plus dans cette équipe américaine. C'est évident. Tout à fait. C'est sûr, mais il y a quand même des gars comme Pacioretty, comme Palmieri, comme Oshie, il y a du monde, il y a Kane, et il y avait, je compte pas Backes parce qu'il est fini, mais bon, etc. Il y avait quand même de moyen de faire quand même quelque chose. Alors, de là aller jusqu'en finale avec le Canada, peut-être pas, mais au moins sortir des poules, quoi. Au moins, ils auraient certainement pu faire. Mais effectivement, les moins de 23, la fameuse équipe des moins de 23, leur a démonté la carcasse pour le coup, et ils ont vraiment montré la bonne direction. Ok les gars, je pense qu'on a aussi fait bien le tour de l'équipe américaine et de ce fail donc on en a connu du côté US lors de ce tournoi. Maintenant on va se pencher de l'autre côté de la planète sur le Team Russia. Une analyse de leur tournoi maintenant. Après la grosse 0 de Sochi, donc on a vu une équipe russe un peu plus séduisante qui est déjà sortie de sa phase de poule, qui a montré un peu plus de choses je pense que lors du dernier tournoi olympique. Toutefois toujours pas de victoire du côté russe. Pour la petite histoire, Ovi termine le tournoi avec seulement un petit but et 3 points, ce qui n'est pas énorme quand on connaît la qualité du joueur. Et là, on en revient encore au fait qu'Ovechkin ne gagne toujours rien avec ses équipes où il est capitaine. Alors, est-ce que pour vous, ce tournoi qui a été quand même un léger mieux du côté russe laisse entrevoir quelque chose d'un peu mieux de leur côté et une équipe qui serait un peu on the rise pour finir peut-être pourrait être de nouveau le rival principal de l'équipe Canada qui domine le hockey, on l'a vu juste avant. Erwan, je vais peut-être te lancer là-dessus. T'en penses quoi de cette équipe russe et est-ce que tu as été toi aussi séduit à échelle assez moyenne, j'ai envie de dire, par leur tournoi dans cette Coupe du Monde? L'équipe russe, c'est toujours un... J'allais faire un sale jeu de mots, des montagnes russes, mais je pensais à l'expression anglaise, je me suis dit roller coaster, mais en fait, oui, ce sont des montagnes russes. Mais ouais, c'est un peu ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Aussi bien, ils peuvent nous servir un hockey de rêve à l'ancienne, à la soviétique et éclater tout le monde, comme vraiment être décevants et ne pas arriver à trouver leur chemin sur la victoire. C'est vraiment bizarre. On a vraiment toujours cette impression que c'est une équipe qui est faite de briques et de broc. On assemble des talents individuels, mais au final, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment étonnant. Je pense qu'ils ont sur le papier, ils ont les moyens de faire. Le casting est beau pourtant. Le casting est très beau. Il y a des joueurs très très talentueux, mais quelque part, il y a quelque chose qui fait que la mayonnaise prend pas. Curieusement, si tu en parlais Julien la semaine dernière, sur l'autre podcast NHL, les deux, si on peut faire un parallèle sur ces deux équipes-là entre Washington et la Russie, c'est Alex Ovechkin qui est le capitaine des deux équipes. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On peut se poser la question. On est forcé de se la poser. Forcément. Moi, je comprends pas. On est censé se la poser. C'est vrai que c'est une équipe qui est décevante. Elle a tout pour faire un vrai feu d'artifice sur la glace. Et puis, sur un match, ça va être extraordinaire. Sur l'autre, on a l'impression que ils se parlent pas le même langage, que ils sont pas synchrones, ça n'avance pas.
c'est vraiment une équipe qui me laisse un peu froid, quoi. Je vais jamais mettre un billet sur les Russes parce que je sais jamais ce qu'ils peuvent faire. Autant les Suédois ou les Finlandais sont plus constants et on sait un peu à quoi s'attendre. Les Russes, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. C'est vraiment c'est très étrange comme équipe. Elle me laisse un peu froide. Façon de dire. Julien, ton avis là-dessus? Moi, c'est ma plus grosse déception du tournoi, réellement. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à vraiment mieux. Comme tu dis, il y a un très beau casting. Malgré tout, comme disait Erwan, on ne sait vraiment pas quoi s'attendre avec cette équipe d'un match sur l'autre. Moi, j'ai envie de dire que c'est des Russes américains, quoi. C'est plus comme on a pu le voir à une certaine époque, un hockey très léché à la soviétique, comme tu disais, Erwan. C'est maintenant des joueurs qui sont formés la plupart du temps au hockey américain, où c'est des sommes d'individualité qui sont mis ensemble. Le collectif n'est plus forcément la priorité. Le but, c'est de faire son exploit individuel. Moi, je trouve que ça ressemble plus à ça, cette équipe russe. C'est des stars, la majorité des joueurs, hein, Ovechkin, Malkin. Vous avez Panarin, Datsyuk, même si lui, justement, c'est peut-être le contre-exemple où lui, il est plus impliqué par rapport au collectif. Mais pour moi, c'est la team soviétique des années 70 avec son jeu léché n'existe plus. C'est une qui n'existera plus. Non, c'est l'URSS USA, quoi. C'est vraiment ça. C'était réellement les conditions géopolitiques qui permettaient d'avoir une équipe telle qu'elle était, cette équipe soviétique. De toute façon, je pense qu'à l'avenir, maintenant, vu que même si on va dire que la KHL va évoluer petit à petit, elle n'atteindra pas, je pense, le niveau de la NHL. Mais les Russes continueront à venir jouer aux États-Unis et au Canada. Et auront cette façon de jouer à l'américaine. Et ça se retranscrira quand ils joueront en équipe nationale. Et cette équipe-là, malgré tout, n'arrivera plus à avoir ce jeu léché. Et je pense que l'équipe russe se devra d'avoir un jeu beaucoup plus dur. On le voit, c'est pas vraiment un jeu léché ou un jeu dur, c'est entre les deux. Ça ne veut pas... il ne se trouve pas, ça n'arrive pas, ça se cherche encore. Ouais, c'est comme s'il y avait un déformatage NHL du moment qu'ils arrivent en Amérique du Nord. Ouais, et quand ils se retrouvent, ils perdent leur hockey, j'ai l'impression. Tout simplement. On sent qu'ils ont une sorte de crise d'identité, et ils savent vraiment pas à quel sens jouer. Exactement. Et est-ce qu'il faut jouer effectivement à l'ancienne, à la soviétique, est-ce qu'il faut jouer à l'américaine ou pas, ou entre les deux. Et ils ont perdu un petit peu cette culture-là du collectif qui faisait la force de l'URSS avant. Ouais, alors, il y avait beaucoup de facteurs politiques qui rentraient en jeu, qui faisaient qu'ils étaient obligés de jouer comme ça, parce que culturellement, ça jouait que comme ça là-bas. Et puis ils étaient en vase clos aussi, surtout. Enfin, ça permettait de jouer comme ça. Voilà, ils étaient en vase clos, alors que maintenant, on a des joueurs qui jouent maintenant aux USA, donc ils sont aussi coupés de leur base et de leurs racines russes un petit peu toute l'année. Et qui on gagne des fortunes par rapport au salaire de misère que gagnait le Team URSS à l'époque. Ouais. Mais là aussi, quoi, est-ce qu'il n'y a pas une transformation sociétale de cette équipe-là qui fait qu'il y a beaucoup trop d'individualité et qu'ils ont complètement oublié leur force collective d'avant? C'est un sujet intéressant. Alors, maintenant, pour se recentrer peut-être, pour continuer de parler de la Russie, sur ce tournoi, on a pointé du doigt surtout, et on le pointe du doigt depuis, j'ai envie de dire, quelques années, la faiblesse de la défense russe. Tu n'as clairement pas de joueur qui est dominant, que ce soit en NHL ou en KHL, sur cette défense russe. Est-ce que pour vous, c'est peut-être le point qui ne permet pas à cette équipe de prendre la phase suivante et d'être enfin dominante et peut-être gagner quelque chose au niveau international? Les gars, je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus, peut-être Julien. Ouais, t'as raison. Après, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi le poste de gardien. C'est aussi un point faible pour moi. Tant que tu n'auras pas aussi un gardien digne de ce nom dans une équipe aussi importante que la Russie, ça restera un gros point faible pour cette sélection.
Bobrovski fait quand même un tournoi assez honnête, quand même. Oui, mais tu regardes comparé à... On en parlait tout à l'heure, tu regardes l'équipe des États-Unis et l'équipe du Canada, leurs 3 goalers, ça reste des monstres en NHL. Ouais, derrière Bob, t'as clairement personne, oui. À part Varlamov qui avait connu une bonne saison à Colorado, c'est vrai que ça reste assez faible derrière lui. Tu te poses la question aux États-Unis et au Canada de qui tu pourrais faire jouer, tellement les 3 gardiens sont assez proches. Là, ça se démarque avec Bobrovski, mais derrière, ça reste faible. Et même Bobrovski, c'est pas non plus un top goaler, quoi. Non, c'est pas la panacée. Hein. Leur futur, c'est Vasilevski, hein, clairement. Ouais. Varlamov, il est, je veux pas dire qu'il est cramé, mais bon, il a quand même eu quelques problèmes extra-sportifs. Voilà, il y a quelques problèmes extra-sportifs qui lui ont pourri la saison d'avant. Bobrovski avait explosé avec Philly, ensuite avec Columbus, c'était un peu plus compliqué aussi. Bon, équipe plus faible aussi. Mais il n'a pas vraiment éclaté comme étant le numéro 1 indiscutable. Je suis persuadé que sur le tournoi, Vasilevski aurait fait au moins, enfin du moins aurait pu faire relativement bien sur ce tournoi aussi. Donc leur futur, à mon avis, passe par Vasilevski, à voir s'il se développe bien. Déjà qu'il risque de chasser Bishop de Tampa à très court terme, il y a vraiment un gros espoir à mettre dessus. Mais clairement, leurs 3 gardiens là sur cette année étaient moins forts que ceux embarqués par Team USA, Team Canada. Ça, ils étaient clairement derrière. Sur la défense, peut-être. Et leur défense n'était pas non plus extraordinaire. Hein. Quand on va se trimballer quand on va se trimballer un Andrei Markov dans la défense, voilà, c'est qu'on est vraiment un peu au bout, quoi, hein, honnêtement. Surtout en leader de défense. En leader de défense, quoi. Le gars, il approche les 40 ans. C'est impossible de tenir le rythme avec des joueurs qui sont 20 ans en face et qui vont cavaler. Donc, si on fait le détail, il y avait Emelin, Kulikov, Marchenko, Markov, Nesterov, Orlov et Zaitsev. Ouais. Bon, c'est à la fois très jeune et très vieux, mais c'est un assemblage assez hétéroclite. Alors autant devant, il y a pléthore de talents, autant derrière, c'était plus compliqué. Et pas des gros gabarits non plus, d'ailleurs. Ça les a pénalisés aussi. Julien, peut-être autre chose à dire dessus ou... Justement, pour en revenir avec l'analyse qu'on faisait juste avant, c'est un peu l'extravagance. On veut absolument marquer des buts et derrière, on en oublie d'avoir de bons défenseurs. Tout simplement, les joueurs russes sont plus amenés à vouloir faire le show qu'avoir une bonne défensive. C'est, je pense aussi surtout le problème de ne pas avoir de gros défenseurs dans le futur. Enfin, tu n'as aucun jeune joueur russe qui est actuellement... Bon, après, je ne peux pas prétendre connaître de la KHL jusqu'au bout des doigts, mais je n'ai pas l'impression que dans le développement russe, tu es un futur Slava Fetisov en création. Enfin, c'est peut-être prétentieux de parler de Fetisov là maintenant, mais je sens pas que cette équipe russe en défense, je parle juste de défense, et la capacité d'être au top niveau international. Et ça, forcément, ça leur fera défaut. Tant que cette équipe sera déséquilibrée vers l'avant et que derrière ça ne suivra pas, je pense pas qu'ils seront capables d'aller au bout d'une compétition internationale assez rapidement. Mais le problème de la Russie, c'est que ça fait longtemps que ça dure. J'ai vu une stat l'autre jour, dans tous les rendez-vous majeurs, alors je retire les championnats du monde qui ont lieu chaque année, mais depuis 2004, dernière édition de la Coupe du Monde, donc 2004, défaite en quart de finale, en 2006, défaite en demi-finale, en 2010, les Jeux Olympiques, défaite en quart de finale, 2014, le gros fail, à Sochi chez eux, défaite en quart de finale. C'est assez redondant ce problème-là chez les Russes. Donc est-ce que c'est un problème générationnel ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème justement au niveau de la formation ou pas ? C'est des questions à se poser. Ouais. On revient encore au même problème, le problème post-URSS, si on a envie de dire. Voilà. Ouais. Je pense que les problèmes sont vraiment liés à la société russe et au changement qui a eu lieu. Après, on peut pas forcément les blâmer dans ce sens-là parce qu'ils ont leur pays a explosé, quoi, purement et simplement. Ils sont passés d'un système, d'un carcan communiste et politique très très fort à rien, au néant post-communiste et ensuite à la refonte d'une nouvelle nation. Il faut aussi trouver une identité. C'est difficile pour eux aussi, mais oui, le problème dure et on n'a pas l'impression que ça va se solutionner à court terme.
parmi les jeunes défenseurs là, les Zaïtsev, les Nesterov, il n'y a pas de... Zaïtsev a encore un potentiel qui est relativement intéressant, mais derrière, on ne sent pas qu'effectivement qu'il y a une grosse relève. Et je dis grosse au propre comme figuré, parce qu'ils n'ont pas des gros gabarits non plus, historiquement. Alors qu'en face, les Canadiens alignent tous des mecs à 6 pieds 4 au minimum derrière. Et c'est sûr qu'il faut les passer aussi, hein, quand on prend que des tours de défense à la Shea Weber, à la Doughty et compagnie, c'est fort. Physiquement, c'est très fort. Donc, je suis pas forcément certain que l'avenir soit très rose pour les Russes. Hein. Ils ont, je pense, pas fini de manger leur pain noir sur cette affaire-là. Ok, bon, mais je pense que l'équipe russe, on en a bien fait le tour, on a expliqué beaucoup de choses. J'espère que voilà, ça vous aura permis, chers auditeurs, d'un peu cerner ce tournoi et l'évolution du hockey russe depuis quelques temps. Maintenant, pour terminer, alors surtout sur la partie focus équipe sur laquelle on s'est attardé depuis un petit moment, on va maintenant parler des deux ovnis de ce tournoi qui étaient le Team Europe et le Team North America. Si on avait des doutes sur la cohérence de ces deux formations, on peut dire que chacune d'elles a réussi son tournoi d'un certain côté. Le team Amérique du Nord que nous a clairement enchanté, j'ai envie de dire, durant tout ce tournoi, grâce à la vitesse et à la technicité de tous ces jeunes stars qui sont présentés devant nous. Et cette équipe est réellement passée à un cheveu de se qualifier pour les demi-finales. Quant au Team Europe, voilà, on connaît l'histoire. C'est réellement la surprise du tournoi. Arrivé en finale, personne ne les voyait à ce niveau-là. Alors, est-ce que pour vous, le succès, on va dire plus ou moins relatif, de ces deux formations a permis d'un certain côté au tournoi, donc à cette nouvelle Coupe du Monde que la NHL a lancée, de se crédibiliser, et notamment, après on en parlera dans un autre débat qu'on aura juste après, par rapport aux Jeux Olympiques et aux questions que ça soulève, notamment avec la participation des joueurs NHL. Erwan, là-dessus peut-être. Les deux formations, Team Europe et Team North America, ont fait paradoxalement, et c'était un petit peu une bouffée d'air frais pour le tournoi. Mais de l'autre, c'était aussi un autre camouflet parce que du coup, les grosses équipes comme la Finlande, la Suède, la Russie sont passées un peu au travers. Les US, n'en parlons pas, on a déjà assez élaboré dessus. Mais du coup, on s'est retrouvé avec une finale qui était un petit peu bizarre avec Canada contre Europe. Et du coup, ça a fatalement moins passionné un petit peu les foules au Canada que si ça avait été un bon vieux Russie-Canada ou un USA-Canada. C'est vrai que ça a desservi un petit peu. C'est ça, exactement. Ouais. Ça a desservi un petit peu. Mais pour autant, ces deux équipes-là, l'équipe européenne et l'équipe nord-américaine, ont prouvé que l'assemblage, pour le coup, de brick et de broc pouvait marcher quand c'était bien dirigé et bien fait, bien ficelé. Et ils ont tiré leur épingle du jeu et jusqu'à ce que l'Europe atteigne la finale, ce qui était vraiment inespéré, parce que au départ, on les voyait quand même un peu mal engagés. On s'est dit, bon, c'est un peu les restes, entre guillemets, de ce qui n'est pas russe, de ce qui n'est pas tchèque, de ce qui n'est pas finlandais. On s'est dit, bon, ok, qu'est-ce que ça va donner ? Ok, on avait des gars comme Kopitar, il y avait quand même quelques bons joueurs, mais on les voyait quand même pas aller si loin que ça. Et puis surtout beaucoup de vieux joueurs, enfin les Chara, les Ossa, tout ça. Ouais, exactement. Voilà. C'était pas forcément de première jeunesse, mais on a senti quand même, je pense, à l'intérieur de cette équipe une solidarité, une envie de démontrer au monde du hockey que voilà, ils étaient peut-être vieux, ils étaient peut-être un petit peu laissés de côté par les autres équipes, mais que mine de rien, ils avaient quand même leur carte à jouer et ils l'ont joué à fond et ils ont fait un très très beau tournoi sur l'Europe. Ça, c'est vraiment sympa. C'est quand même assez bizarre. Enfin, c'est plusieurs nations qui sont représentées. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 nations dans cette équipe. C'est quand même assez fort de la part de Ralph Kruger, qui était le manager général, enfin l'entraîneur-chef de cette équipe, d'avoir réussi à créer réellement une osmose entre tous ces joueurs et toutes ces nationalités et les amener vers un but commun, vers la finale de cette compétition, alors qu'on ne les voyait clairement pas là. Enfin, les matchs de pré-tournoi étaient clairement abominables pour cette équipe. On a vu des joueurs comme Chara notamment qui n'arrivaient pas à aligner un patin devant l'autre. Enfin, voilà, on croyait que cette équipe allait au final juste faire 3 matchs, perdre les 3 matchs et s'en aller. Et on a vu quelque chose de totalement différent. C'est quand même si particulier. Enfin, pour vous, qu'est-ce qui a pu se passer dans cette équipe pour réellement créer cette osmose, Julien, peut-être? Mais déjà, tu regardes, il y a beaucoup de nationalités qui reviennent. Il y a beaucoup de Slovaques dans cette équipe, notamment la ligne, que je dise pas de bêtises, c'était Ossa, Kopitar et Tatar, celle qui a vraiment bien produit pour l'équipe. Donc déjà, les joueurs se connaissent, il y a quand même pas mal d'Allemands, il y a quelques Suisses aussi. Je pense qu'après, c'est une question d'état d'esprit.
Les joueurs, comme tu disais, s'ils ont envie de démontrer que ils sont pas là par hasard, que c'est pas une équipe de foire ou quoi que ce soit, c'était à eux de le montrer et ils l'ont fait de fort belle manière, tout simplement. D'accord. Maintenant, on va peut-être se focaliser sur l'équipe nord-américaine. Ça a clairement été l'événement de ce tournoi. Enfin, tout le monde s'est émoustillé devant les matchs de cette équipe. Quand bien même elle n'a pas réussi à passer la phase de poule pour juste une histoire de match perdu face à la Russie. On a tous été éblouis de voir les Patrick Laine, les Auston Matthews, les Jack Eichel, les Connor McDavid prendre des rushs assez incroyables le long de la bande et dépasser tous les défenseurs adverses. Est-ce que pour vous cette équipe vous a, je pense, réellement enchanté, et est-ce que au final, parce qu'on parle beaucoup maintenant là après tournoi d'une équipe nord-américaine qui ne reviendrait pas l'année prochaine, et on retombe un peu sur le débat qu'on a eu avec les Américains, la fédération américaine qui ne voudrait pas revoir cette équipe recréée pour récupérer ses joueurs, est-ce que pour vous la création de cette équipe a quand même gagné du crédit, et est-ce que vous voulez la revoir à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en 2020? Tout à fait, oui. Elle a été rafraîchissante cette équipe. Je veux dire, comme tu disais, c'était beau de voir tous ces jeunes talents alignés les uns à côté des autres. Maintenant, il me semble avoir vu quelque chose comme quoi les joueurs sélectionnés au sein de cette équipe U23 ne peuvent pas être sélectionnés une deuxième fois. Ce qui laisse... Forcément, parce qu'il y aura 4 ans entre les deux compétitions. Déjà, oui. Au niveau de l'âge, forcément, ça ne passera plus. Et pour que les équipes nationales des États-Unis et du Canada puissent profiter de ces joueurs-là. Voilà. Mais oui, ça a été vraiment la belle surprise de cette compétition. Clairement, c'était beau. On a découvert Auston Matthews on a hâte de voir sur les patinoires à Toronto. Enfin, on a vu des Johnny Gaudreau qui nous ont encore enchantés. Enfin, c'était vraiment beau à voir cette équipe-là. Erwan ? Je pense qu'honnêtement, cette équipe a presque sauvé le tournoi, parce que le tournoi à la base ne passionnait pas forcément les foules. Quand on a vu cette équipe arriver avec l'équipe Europe, on s'est dit bon, c'est bizarre, ils font un assemblage un petit peu bizarroïde. C'est limite les deux équipes de foire qui viennent juste boucher les trous parce qu'il fallait avoir un effectif avec 2 poules de 4. Bon, c'est un petit peu bizarre. Mais au final, c'est vrai que quand on voit le line-up qui est proposé par la team nord-américaine, c'est juste à baver. On a tous salivé au départ quand on a vu le roster. C'est le genre de truc qu'on fait sur console ou à NHL 17 ou NHL 16, quoi. Il y a une collection de premiers choix de draft qui est incroyable. Tout ça, c'est jeune, c'est rapide, c'est gros, c'est fort. Enfin, c'est une équipe de rêve. C'est une équipe de rêve. Et je sais plus quel est le GM, j'ai plus en tête, le nom m'échappe, mais qui a dit, c'est le GM de Pittsburgh qui a dit, m'a dit, mais vous me donnez moi cette équipe-là, dans 2 ans, je vous rafle une coupe cette année, il y a aucun problème. C'est tellement il y a de talent. Et non, c'est vrai qu'elle a enchanté tout le monde. Leur fraîcheur a vraiment été bienvenue. Ça a donné du peps à la compétition. Et moi, surtout, ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'on voit, les analystes nord-américains ont partagé un petit peu ça aussi, ça dessine vraiment les contours de la NHL du futur, mais du futur très proche. C'est-à-dire qu'on voit clairement une tendance à avoir des joueurs qui sont jeunes, très rapides et gros. Enfin, à quelques exceptions près, parce qu'on a des Johnny Gaudreau qui sont quand même tout petits, mais qui tirent leur épingle du jeu. Mais on va dire rapide et technique. Après, si le gabarit est là, c'est parfait, mais c'est vrai qu'on a quand même une tendance à avoir une équipe là qui a été extrêmement rapide et qui a grillé, mais alors un nombre de défenseurs incommensurable. Ils ont mis le feu dans toutes les défenses, et le talent plus la vitesse, etc. Ça a donné un cocktail splendide. Et surtout rapide à tous les étages. Enfin, même en défense, tous les joueurs sont rapides dans cette équipe. T'as pas seulement les attaquants. Défense, quand même, tu vois un Colton Parayko qui, je sais pas combien il fait, enfin, il doit faire bien les 2 mètres passés. Lui aussi, il a un patinage assez incroyable. Ça, ah oui, pour un gabarit, le Parayko, il fait 6 pieds 6, il fait 2 mètres, enfin 98, c'est à peu près, il est énorme. Mais c'est vrai, quand on voit des Ekblad, des Gus Isbert, les Jones, les Murray, Riley et Trouba, ce sont des joueurs qui sont
par essence rapides, quoi. Ce sont des fusées derrière, ça relance très vite, c'est fort, quoi. Et même devant le poste, devant le filet, le poste gardien était quand même bien fourni entre Matt Murray, Gibson et Elbuck. C'était vraiment quand même 3 gros espoirs du hockey à ce poste-là. Non, c'est vraiment une équipe de rêve au niveau des jeunes et ça a enchanté tout le monde. Donc, si jamais il y a un autre opus de la Coupe du Monde, de la World Cup qui aura lieu, c'est vrai que ce serait sympa de revoir une telle équipe. Est-ce qu'elle sera aussi forte dans 4 ans que celle qui est là? Pour l'instant, on dit bien difficile de le dire. Mais ce qu'on a vu là, je pense, ça a un petit peu sauvé un peu les meubles. Et c'est vrai qu'on aurait vraiment, vraiment aimé voir cette équipe-là en demi-finale, quoi. C'est vraiment... c'est passé un petit cheveu, hein, s'ils avaient gagné contre la Suède en temps réglementaire et pas en overtime. Il me semble que c'était contre la Suède, ça aurait été bon, quoi. Donc, non, vraiment un gros coup de chapeau à cette équipe parce qu'elle est vraiment très, très impressionnante. Ouais, un pari gagné, j'ai envie de dire, pour les organisateurs de ce tournoi, donc la NHL, en fin de ligne. Ça nous amène, tout ça, à notre dernier débat, qui va toucher à la compétition elle-même, donc à cette World Cup of Hockey, et un peu à la confrontation qu'il va y avoir avec le tournoi olympique, car vous devez le savoir, le tournoi olympique, lui, normalement, doit se passer donc, au prochain JO qui seront en 2018 à Pyeongchang. Donc, est-ce que pour vous, cette Coupe du Monde, dans le format actuel, elle peut faire oublier le tournoi olympique si jamais la NHL ne décide pas d'aller à ce tournoi et de libérer ses joueurs? Car pour la petite histoire, il y a des négociations en cours actuellement. Ça fait un petit moment déjà qu'il y a des négociations entre la NHLPA, donc l'association des joueurs de la NHL, le comité international olympique et la fédération internationale de hockey. Pour le moment, Gary Bettman et tous ses compères ne semblent pas très très chauds pour libérer les joueurs à la prochaine Olympiade, et notamment c'est des questions d'assurance qui concernent les joueurs et qui va prendre en charge cette assurance. Est-ce que ça sera le CIO, la Fédération internationale ou alors la NHL? Mais la NHL ne veut pas entendre ce dernier point. Alors est-ce que pour vous, les gars, est-ce que vous serez capables d'abandonner l'idée d'un tournoi olympique avec toutes les stars de la NHL et tout le côté folklorique et vraiment événement de tous les 4 ans qu'il y a autour de ce tournoi pour cette nouvelle compétition que l'on a vu se dérouler la semaine dernière sous nos yeux? Je te lance à toi, Julien, là-dessus. Est-ce que tu es prêt à abandonner le tournoi olympique pour la Coupe du Monde de hockey? Non, personne ne serait... Enfin, je pense pas qu'on veuille voir les Jeux olympiques sans les joueurs de NHL. Ce serait... Historiquement, ce serait un drame, entre guillemets, quoi. C'est la plus belle compétition internationale qui puisse exister. Tout joueur de hockey le dit. Maintenant, on verra bien comment les négociations vont évoluer. Ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. Les dernières rumeurs parlent d'une non-participation à ceux de 2018, mais ceux de 2022, ce serait OK. Donc ça ferait une Olympiade sans joueur de NHL. Ce serait vraiment dommageable. Moi, cette Coupe du Monde fait du bien, elle est revigorante, ça permet de voir du hockey forcément avec les équipes internationales. Ouais. Mais voilà, ça ne remplacera jamais les Jeux Olympiques. Et puis pour moi, cette compétition est vraiment mal placée, elle est vraiment pas placée au bon endroit là, cette Coupe du Monde. En plein début de saison, c'est pas forcé, c'est pas du tout une bonne solution de mettre ça à cette période-là de l'année, quoi. Il y a eu beaucoup de critiques du côté des managers NHL, en effet. Passer ce tournoi au mois de septembre, juste avant les camps d'entraînement, alors que les joueurs n'ont clairement pas repris la compétition et donc font d'un camp d'entraînement avec leur équipe Coupe du Monde, et 2 ne peuvent pas participer à leur tournoi d'entraînement, enfin leur camp d'entraînement NHL crée réellement des problèmes. Ce problème, forcément, il sera reposé dans le futur pour la prochaine Coupe du Monde, savoir voilà, si après coup ce tournoi a été bien placé, si on ne peut pas le placer ailleurs, bon voilà, ça va forcément créer des problèmes. Mais la dichotomie, enfin, peut-être pas forcément une dichotomie, mais ce qui va arriver entre la Coupe du Monde d'un côté, parce qu'on voit clairement que la NHL a remis cette Coupe du Monde dans le cas où ils n'iraient pas à Pyeongchang et donc pour créer un tournoi de leur côté au niveau international et pour donc devancer le tournoi olympique, est-ce que voilà, pour vous cette Coupe du Monde de hockey peut prétendre à être le nouveau tournoi référence au niveau international? Erwan, là-dessus.
Non, je pense pas non plus. D'une part parce qu'elle a été, il n'y a pas un rythme régulier sur la Coupe du Monde. Hein. Là, on se posait la question aujourd'hui avec un collègue là, de la dernière fois qu'elle avait eu lieu. Je crois que c'était 2002 ou quelque chose comme ça, non? C'était 2004. 2004, merci. Donc c'est vraiment très vieux. Et là, ils l'ont ressuscité un petit peu d'entre les morts pour avoir un tournoi qui effectivement arrive à être mal placé parce qu'en début de saison avec des joueurs qui sont pas encore chauds, donc des risques de blessures accrus, etc. Ça, pour moi, c'est un tournoi qui peut être sympa de temps en temps, mais alors, au-delà du fait que le trophée soit abominablement moche, mais cette corbeille à papier là qui est vraiment immonde, mais c'est vrai que c'est un tournoi qui est occasionnel, qui est pas mal, mais qui ne remplacera jamais les JO. Et après, effectivement, il y a des négociations qui se trament avec la NHL, etc., pour que les joueurs aillent à Pyeongchang. Mais honnêtement, je me fais pas trop de billes là-dessus parce qu'ils nous font le coup à chaque Olympiade. Ça revient comme un vieux marronnier. Oui, on sait pas trop si les joueurs de la NHL, si on va les laisser partir ou pas. Enfin, honnêtement, ils seraient tous vraiment très cons de pas laisser les joueurs de la NHL partir. C'est la meilleure publicité possible au monde pour ce sport. À chaque fois qu'il y a une Olympiade, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est une vitrine de fou. Je veux dire, ils seraient suicidaires de s'en priver juste pour des questions d'assurance. Enfin, ils s'en sont posé la même question avant la dernière Olympiade. Ça a traînaillé un petit peu quasiment jusqu'au mois de janvier, février, avant que finalement, enfin, un petit peu avant quand même. En début de saison, jusqu'à ce que finalement il y a un feu vert qui soit donné. Je reste assez persuadé que ce sera la même histoire là, qu'ils vont finir par trouver un terrain d'entente et que ça va se faire. La dernière fois aussi, c'était aussi pour des questions d'assurance et tout le monde un peu tergiversé. Mais au final, ils peuvent pas se priver d'une telle compétition. Ça ramène les foules dans les arénas, ça ramène des téléspectateurs devant les postes. C'est la meilleure vitrine. On peut pas rêver d'un tournoi mieux que ça, et la Coupe du Monde ne le remplacera jamais, puisque de toute façon on n'a pas toutes les équipes non plus. Il manquait la Slovaquie, etc. Bon, c'est la Coupe du Monde, pour moi c'est sympa, mais ça remplacera jamais les JO, enfin du moins dans leur pleine puissance avec tout le monde présent comme il faut. C'est la vitrine du hockey et franchement il serait fou de s'en priver. Donc du coup ça repose quand même la question de l'intérêt de cette Coupe du Monde, quoi. Quel intérêt elle a, d'une, d'être placée comme elle est, et deux, face au JO qui est déjà la référence. Enfin voilà, c'est la question que ça pose. Ça va rentrer en conflit fatalement et je pense à un moment donné que la Coupe du Monde passera à la trappe encore une fois comme elle l'est passée depuis 13 ans maintenant, enfin 12 ans. Elle risque de faire un petit peu les frais parce que mal placée aussi dans le calendrier et que les dirigeants préfèrent encore laisser les joueurs partir en plein milieu de la saison là où ils sont en pleine bourre et ils sont chauds plutôt qu'en tout début de saison où c'est vraiment le risque de blessure est bien plus haut. C'est quand même particulier parce que tu te poses forcément la question, tu sais que les négos sont en cours, tu sais qu'il y a une date plus ou moins fixe qui est annoncée par Gary Bettman et Bill Daly qui sont bras droits, d'une décision qui devrait arriver normalement à la fin décembre pour savoir si oui ou non il y aura Pyeongchang. Enfin, placer ce tournoi là juste avant, ça donne quand même un certain goût de pression qui est mis de la part de la NHL sur le CIO et sur la Fédération internationale pour faire voir, ben voilà, si vous n'accédez pas à nos requêtes, nous on est très bien capable de créer notre tournoi de notre côté, de faire ça, on va même vous faire voir juste avant de prendre notre décision qu'on va réussir à rassembler des joueurs, à faire un bon tournoi, même aller les chercher en dehors de la NHL et faire quelque chose qui aura une belle audience, qui est capable de perdurer. Moi, c'est personnellement l'impression que j'ai sur cette Coupe du Monde, parce qu'au final elle ne m'a pas tellement passionné, d'une pour la question que l'on a vu juste avant du positionnement de ce tournoi juste avant l'ouverture de la saison NHL. Pour moi c'est clairement la NHL qui veut mettre la pression sur les deux autres instances pour pouvoir accéder à ces demandes par rapport au JO de Pyeongchang. Oui, tu as raison en soi, mais pour moi, elle est surtout purement commerciale, cette compétition. Oui, aussi, forcément. C'est surtout pour amener du blé dans les caisses de la NHL. Tu regardes pratiquement tous les rosters de l'équipe, à part 3 ou 4 joueurs qui jouent en KHL en équipe de Russie, ce n'est que des NHLers. Donc tout est fait pour mettre la lumière encore en plus sur la NHL. Les ventes de maillots, tout va dans les caisses de la NHL. Donc, c'est vraiment du pur business pour cette ligue, quoi. Et les anciens NHLers qui étaient embêtés par des problèmes extrasportifs ont été gentiment invités à ne pas venir. Pensez à Slava Voinov pour les Russes qui s'est fait refuser la sélection. Ouais.
la sélection avec les Russes. Donc la NHL a vraiment mis son veto aussi pour pas. Voilà. Donc effectivement, c'était vraiment une bonne opération de promotion pour la NHL plus qu'autre chose. Ok, peut-être autre chose à ajouter, les gars, sur ce tournoi, sur lequel on n'aurait pas parlé, peut-être d'autres équipes, étant donné qu'on a encore un peu de temps. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour être simple? Bah, on peut parler de la déception de la Finlande, je pense, on est resté un petit peu sur notre fin. Ouais. On a l'impression qu'ils sont arrivés avec le réservoir complètement vide, qu'ils ont tellement éclusé l'année dernière sur la fin de saison en gagnant les titres en moins de 18, en junior, en senior. Enfin, ils ont tout raflé quasiment. Et des beaux JO aussi. Et des beaux JO. Ils ont tellement raflé qu'ils arrivent un petit peu flat là, sur la fin. En début de saison. Donc c'est dommage parce qu'il y avait aussi du talent, mais bon, je pense que c'est vraiment qu'un petit accident de parcours et qu'ils vont revenir assez fort. Les Suédois ont fait une bonne compétition aussi, ils arrivent en demi-finale. Je pense que les deux sont relativement au même niveau, même si la Finlande a quand même pris l'avantage un petit peu maintenant par rapport aux Suédois qui peinent un petit peu à régénérer un peu leur troupe. Mais je suis pas d'accord. Bah, il n'y a pas grand monde derrière au niveau des jeunes Suédois. On tourne quand même toujours avec les mêmes. C'est quand même une belle défense. Il y a une belle défense. Super belle défense. Alors, ok, bon, tu retires les frères Sedin, tu retires. Zetterberg n'était pas là. Mm-hmm. Après, il y a quand même des joueurs qui sont vraiment intéressants pour leur âge. Il y a de l'avenir. Philippe Forsberg, Carl Hagelin, même s'il a 28 ans, tu sais qu'il a encore du hockey devant lui. Landeskog, Kruger, Silverberg. Enfin, moi, je trouve que vraiment, il y a de l'avenir dans cette équipe. Oui, mais je disais, enfin, là, tu parles de joueurs effectivement qui sont déjà établis. Ou des jeunes gens qui sont déjà en train de jouer en NHL relativement bien. Mais derrière ça, dans ce pipe-là, derrière, il y a plus grand-chose. Alors que la Finlande, elle, continue à envoyer du lourd en termes de jeunes qui sont pas encore arrivés en NHL ou qui ont à peine été draftés. Mais effectivement, devant, oui, il y a une belle équipe devant, mais c'est juste derrière, dans les 5-6 ans à venir, on voit pas de gros prospects arriver où il faudra effectivement remplacer les vieux frangins Sedin, les vieux Rankvist et compagnie. Là, parce que Eriksson, c'est pareil, il commence un petit peu à vieillir. 31 ans. 31 ans. Beckström, il lui aussi vieillit, même s'il a encore largement de quoi faire dans la palette. Mais c'est derrière que ça m'inquiétait plus. C'était vraiment un peu plus à moyen terme au niveau des prospects, des jeunes qui sont à 17-18 ans. Là, on sent qu'il y a quand même un gap chez eux et qui sont plus aussi dominants. On les a vus, ils se sont fait massacrer la tête en junior, en moins de 18 et en junior par les Finlandais qui, eux, ont vraiment une génération dorée là qui arrive et qui va faire très mal. Donc je crains vraiment que les Suédois passent un petit peu quelques mauvaises saisons là par rapport à leur rivaux historiques finlandais parce que ils ont vraiment fait un programme de développement extrêmement costaud. Et là, ils sortent des joueurs à l'appel. On a bien vu sur la draft de cette année en HR, on a quand même trois Finlandais dans le top 5. C'est jamais arrivé. C'est extraordinaire. Avec Laine, avec Puljujärvi et puis Olli Juolevi. C'est comme 3 Finlandais dans le top 5. Faut le faire. Par les Canadiens, je ne veux pas se souvenir de quelqu'un d'une nation qui avait placé autant de joueurs dans le top 5. Ouais. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font au niveau du développement. Donc ma pensée était plus derrière. Effectivement, les joueurs que tu as cités là, ils sont très bons joueurs qui vont mener la sélection encore quelques années. Mais derrière, dans le réservoir, je les sens un petit peu faiblards malheureusement. Pour revenir à l'équipe de Suède et ce que tu disais, Fabrice, c'est vrai que la défensive de cette équipe fait rêver, quoi. Ouais, la défensive actuelle et certains joueurs qui ont encore un peu d'années voilà, dans cette équipe, notamment les Ekman Larsson et Edman et Carlson. Tu as 3 Norris potentiels sur leur roster, là, tu vois, Carlson, Edman et Ekman Larsson, c'est solide, quoi. Mais c'est vrai, comme dit Erwan, après, dans le futur, d'ici, j'ai envie de dire, 5-6 ans, tu n'as pas l'impression que cette équipe, de par les prospects qui vont arriver, ne va être autant dominante. Je pense qu'elle a encore une fenêtre pour une ou deux compétitions internationales, notamment les JO de 2018 et peut-être la prochaine Coupe du Monde, parce que les Carlson, les Edman, les Ekman Larsson ont encore du hockey devant eux.
mais il arrivera forcément un moment où cette équipe va commencer à décliner, et Erwan l'a très bien présenté là juste avant. Donc ouais, sur la compétition, ils font une bonne compétition. Je pense que les Suédois, ils arrivent en demi-finale. Bon, voilà, ils n'arrivent pas à passer la marche supérieure pour arriver en finale. Ils ont encore pour moi de quoi donner d'ici quelques compétitions, mais c'est vrai que le programme général suédois n'inspire pas forcément la confiance, et notamment en défense. Même devant le filet, hein, ils sont Ouais. parce que Henrik Lundqvist tient la boutique, mais Papy Lundqvist il rajeunit pas, hein. Donc c'est pas Markström derrière qui va tenir la boutique. Enroth était un bon backup, mais Markström est capable de faire de bonnes choses, hein. Il arrive à 20, je sais pas, il doit à peu près il est 90, donc bon, il arrive à peu près dans sa fenêtre d'éclosion, donc il pourrait encore nous gratifier quelque chose de bien. Ça reste quand même un bon gardien. Et après, est-ce qu'il a l'étoffe pour aller un peu plus loin et devenir un titulaire indiscutable? Ça, c'est autre chose. Mais on les sent un petit peu légers. Alors, effectivement, la défensive était extraordinaire. Et encore, on n'a pas compté encore Clefbaum aussi des Oilers, ni Adam Larsson, qui n'était pas là. Mais oui, il y a un très beau réservoir à ce niveau-là. Par contre, en défense, ils sont très très costauds. Quitte à être complet, peut-être un petit mot sur la dernière équipe sur laquelle on n'a pas parlé, l'équipe tchèque, les gars. Moi, ma plus grosse déception avec cette équipe tchèque, c'est qu'on n'ait pas vu Jagr. Voilà, ouais, j'aurais aimé revoir Papy Jagr. Ça aurait été quand même pas mal de le voir, surtout dans cette compétition. Ouais, dans cette compétition, j'ai été déçu de ne pas le voir dans le roster de cette équipe. Bon, juste ce qui aurait été marrant, ça aurait été de mettre Jagr avec les moins 23. C'est vrai qu'il aurait pu être le padré d'un certain nombre de mecs. Mais il aurait sûrement pas démérité, par contre, parce qu'il s'il est plus aussi rapide qu'avant, il aurait sûrement pu mettre pas mal de points. Ça aurait été assez funky. C'est vrai qu'il est incroyable. Enfin, le voir saison après saison enfiler autant de buts, autant de points, enfin, ça reste assez incroyable. Bon, sur les Tchèques, alors oui, juste pour un rapide brief sur les Tchèques, on sent eux aussi qu'ils sont un petit peu en fin de génération, ils ont pas grand monde derrière, ils sont un petit peu essoufflés, un peu comme les Slovaques, hein. C'est les deux nations qui pêchent un petit peu, et c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont quand même sorti des très bons joueurs dans le passé, mais on sent qu'ils traversent un petit peu un petit désert là, et c'est dommage. Il y a pas beaucoup de joueurs qui sortent derrière. Les seuls qui me viennent en tête, là, vraiment tel quel, c'est, je crois, il y aura Pasternak de Boston, que tu connais bien, Julien, et puis il y a Pavel Zacha, là, qui arrive à New Jersey, qui sont deux très bons joueurs, mais derrière, voilà, j'ai pas en tête, tu vois, un nom de prospect qui me vient là tout de suite, là, qui soit estampillé comme étant futur star de la République tchèque, quoi. Donc, je pense qu'ils ont un petit problème aussi de développement chez eux, et c'est dommage parce que ça reste une belle nation européenne, une belle nation historique, et qui mérite mieux parce qu'à chaque fois qu'ils jouent bien en général, ils nous régalent aussi, ils font des beaux tournois, ils proposent un beau jeu, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de pas les voir un petit peu plus haut, quoi. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir le champion olympique 96, on s'en rappellera, même 98 j'ai envie de dire, c'est pas 96, le champion olympique 98 qui est sorti carrément de nulle part sur le devant de la scène. C'est vrai que c'est dommage pour cette équipe tchèque, comme tu l'as dit, qui a sorti énormément de bons joueurs de par le passé. Parfait les gars, je pense qu'on touche à la fin de ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de la Coupe du Monde. D'ici peu, vous allez retrouver un nouveau podcast sur la saison NHL qui s'en vient. La même équipe sera présente, donc moi-même, Julien et Erwan, pour vous décrypter un peu toutes les divisions de la NHL, ce qui s'amène d'ici quelques jours, puisque on est vraiment à quelques encablures du retour de ce qu'on aime tous et ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire la Ligue nationale de hockey nord-américaine. En tout cas, les gars, j'étais vraiment, vraiment heureux de présenter ce premier podcast avec vous, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Déjà, il y en a un autre pour vous, chers auditeurs, d'ici une semaine, et en espérant vous avoir tous bien fidèles au rendez-vous du podcast. En tout cas, merci les gars, et bonne soirée à tous. Salut à tous, ciao. Salut à tous, bonne soirée.